Voilà, on va démarrer sans trop tarder, puisque, comme vous le savez, il y a plein de tables rondes qui s'enchaînent sur des sujets plus passionnants les uns que les autres. Et donc, on va aborder cette table ronde qui est titrée « Nouveau nucléaire, fission et fusion, espoir ou chimère ». Voilà, alors je ne sais pas si vous, pour introduire très rapidement, et puis je vais passer la parole à nos deux intervenants. Je ne sais pas si vous connaissez Václav Smil, qui est un historien. Alors il a écrit beaucoup de livres sur l'histoire de l'énergie. C'est un scientifique, un historien de l'énergie, qui a sorti, alors parmi tous ses livres, le dernier là, sur l'innovation, et dans lequel il aborde les deux sujets qui vont être abordés par les intervenants de ce jour, c'est-à-dire la promesse de l'énergie nucléaire de fission et de fusion. Et il classe, il fait un retour historique aussi sur toutes les innovations, enfin sur un certain nombre d'innovations qu'il choisit dans l'histoire, sur une durée de 2 siècles. Et il classe la fission dans les innovations, alors je vais vous le dire en anglais, les livres ne sont pas traduits, that were to dominate and do not. Donc les innovations à un moment dont on a pensé qu'elles prendraient une place majeure dans le mix énergétique. Et puis il classe la fusion dans les innovations that we keep waiting for, donc qui sont encore en attente à advenir. Donc ça place déjà des horizons temporels qui sont différents. Voilà, et ça constituera l'introduction à cette table ronde pour laquelle nous avons la chance d'avoir 2 intervenants qui connaissent bien ces sujets, qui y travaillent depuis un certain temps. Voilà, donc dans l'ordre, Emmanuelle Galichet, qui est enseignante-chercheuse, responsable pédagogique des enseignements en sciences et technologies du nucléaire au Conservatoire national des arts et métiers. Voilà, donc à la fois dans sa pratique d'enseignante et puis de recherche, qui a bien suivi depuis un certain temps les évolutions des systèmes de technologie fission. Et aussi, vous le savez, ces dernières années, notamment toute l'effervescence autour des petits réacteurs modulaires. Voilà, donc elle va nous dresser un panorama de cette dynamique en cours et puis aussi commencer à nous parler aussi des acteurs dans le domaine de la fusion. Et ensuite, Alain Bécoulet, donc, qui est physicien, qui a dirigé notamment l'Institut de recherche du CEA, qui regroupe toutes les recherches en fusion, qui est maintenant directeur scientifique d'ITER. Donc, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous dans la salle connaissent ce projet emblématique, mais Alain vous rappellera et vous donnera un peu l'état des lieux, et qui est aussi membre de l'Académie des technologies, je crois, depuis un an, assez récemment. Voilà, donc on a la chance d'avoir 2 acteurs de haut niveau et de premier plan qui vont pouvoir partager avec vous leur vision, donc à la fois sur le nouveau nucléaire fission et sur le nouveau nucléaire fusion. Voilà, sans plus tarder, oui. Je vais me passer la parole à Emmanuelle avec un support de quelques planches, oui, pour illustrer le propos. Alors du coup, je vais me lever parce que la configuration de la salle, merci, est assez et pas facile pour que je puisse commenter en fait les planches. Et puis en plus. C'est un environnement assez bruyant. Je suis désolée, je vais essayer d'aller vite, comme ça peut-être si vous avez plus de questions, ça sera plus simple. Alors déjà, il faut que je comprenne comment je fais. Ouais, c'est ça. Donc je voulais commencer simplement pour vous montrer un tout petit peu ce que aujourd'hui, dans quel état nous sommes au niveau de nos énergies, de la production d'énergie. Et ça, c'est quelque chose sur cet événement ici à Lyon qui est assez important. Le World Energy Council a fait ce qu'ils appellent le trilemme énergétique avec 3 pointe du triangle, évidemment, la sécurité énergétique, l'équité énergétique et l'environnement durable. Je vous invite à aller regarder, c'est très instructif parce que finalement la conclusion c'est qu'on est tous et toutes, tous les pays et toutes les organisations, nous sommes en développement et même en France où on pourrait se dire on a fait beaucoup de choses, etc. Finalement vous regardez la France, on est qu'au 6e
à la 6e position, malgré notre énergie électrique très bas carbone, etc., et tous nos efforts. Donc j'ai envie de dire, à partir de là, il faut qu'on aille plus loin et qu'on essaye de travailler en regardant cette espèce de trilemme qui est important parce que non seulement il y a la partie durable, donc effectivement être bas carbone, mais il n'y a pas que ça. Et quand on regarde effectivement les sondages et on regarde les opinions publiques à travers le monde, il y a aussi l'idée d'avoir un coût de l'énergie abordable parce que l'énergie, et notamment l'électricité, est un bien public, est un service que l'on doit aux nations. Et donc la sécurité énergétique et l'équité énergétique est aussi très importante. Donc en fait, pour l'énergie nucléaire, vous avez 2 réactions fondamentales. Je reprends depuis le début, mais rapidement, simplement. C'est mon côté un peu enseignante qui ressort. Donc vous avez 2 réactions fondamentales qui sont des réactions de fission et la réaction de fusion. Si ça marche, normalement, il doit y avoir, si je fais ça, ça marche. Il y a un petit... ça marche pas, non, c'est pas grave, tant pis. Normalement, ça bouge. Ce sont des codes de simulation qui vous montrent comment les réactions sont mises. Normalement, si on appuie dessus, ça devrait marcher, mais bon... moi, ça marchait sur mon ordinateur, mais j'ai un Mac. Voilà, donc bon, c'est pas grave. Donc, la réaction de fission, vous la connaissez un petit peu, j'imagine. C'est un gros noyau qu'on va aller casser en 2 en lui apportant une pichenette d'énergie. Alors que la réaction de fusion, là, c'est autre chose. Nous prenons 2 noyaux beaucoup plus petits, des tout petits noyaux légers, et on va aller les obliger à fusionner, à se marier. Et ça, ils n'aiment pas du tout. Autant des gros noyaux atomiques ont assez envie de se casser parce qu'ils sont assez radioactifs finalement. Autant les petits noyaux aller se marier ensemble, c'est pas trop sympathique. Donc vous allez voir que c'est assez difficile d'aller faire une réaction de fusion. C'est plus difficile que d'aller casser. En fait, même dans la vie, casser c'est facile, réunir pour l'éternité, c'est jamais facile non plus. Donc c'est très très lié finalement à notre vie quotidienne. Voilà, donc à partir de là, les chercheurs, depuis de très nombreuses années, les années 30 déjà, ils ont essayé d'industrialiser ces 2 réactions et d'essayer d'aller construire des objets scientifiques et techniques, des objets industriels absolument immenses, énormes, très complexes pour pouvoir maîtriser cette fameuse énergie qui vient de l'interaction nucléaire forte. Alors, juste pour vous donner un ordre d'idée, la densité énergétique entre la fusion et la fission et les réactions chimiques qu'on utilise aujourd'hui à travers les hydrocarbures et qu'on utilise donc pour toutes nos énergies, 80% de l'énergie aujourd'hui sur notre planète, c'est des énergies fossiles, on utilise cela. Vous voyez, il n'y a pas, entre guillemets, comme disent les jeunes, il n'y a pas photo. Vous avez énormément plus de densité énergétique, évidemment, dans les réactions nucléaires. Ça vient de la physique, ça vient de la physique fondamentale. L'interaction nucléaire forte dans la fission et la fusion, l'interaction électromagnétique dans les réactions chimiques. Donc il n'y a rien à faire. Si vous voulez avoir une énergie abondante, il faut se tourner vers les réactions nucléaires. Après, il faut savoir les maîtriser. Nous pourrons en discuter si vous le souhaitez, bien sûr. Alors, qu'est-ce que peut adresser comme usage, nos usages de la vie quotidienne, l'énergie nucléaire? J'ai mis au-dessus donc tous les réacteurs. Vous allez voir, les gros réacteurs, c'est aussi bien la fusion que la fission, finalement. Tous les réacteurs, donc objets industriels, gros réacteurs, petits réacteurs, première génération 3 qui sont aujourd'hui en construction, génération 4 qui sont en conception, les micro-réacteurs qui sont également en conception et certains sont déjà en exploitation. Tous ces réacteurs peuvent répondre à 2 usages qui sont fondamentaux pour nos sociétés, chaleur et électricité. À partir de là, l'électricité, c'est assez facile, on l'a fait depuis le début, vous le connaissez déjà, c'est ce qu'on fait largement en France. La chaleur, c'est nouveau.
C'est très nouveau même, en tout cas pour la France. J'ai l'habitude de dire qu'EDF aimait bien faire de l'électricité, mais ils n'avaient pas du tout envie d'être plombier, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple de faire de l'électricité. On gagne beaucoup plus d'argent en étant électricien qu'en étant plombier. C'est une petite boutade, mais en fait, c'est vrai. Hein, l'électricité était plus rentable, donc on a en premier industrialisé l'électricité. Maintenant, il va falloir qu'on s'attaque à la chaleur, parce que c'est un grand usage absolument fondamental pour l'industrie, pour le chauffage, pour nos mobilités aussi, on pourra le voir. Et en fait, plus de 60% de cette chaleur aujourd'hui est produite grâce, on va dire, grâce, je ne sais plus comment dire, mais les hydrocarbures toujours. Donc si on veut s'en séparer, il va falloir trouver des énergies bas carbone qui produisent de la chaleur. Et alors c'est assez facile parce que finalement, nos réacteurs de fusion ou de fission, finalement, c'est des cocottes minutes. C'est simplement, on chauffe de l'eau et donc cette eau devient vapeur et cette vapeur, finalement, au lieu d'aller faire tourner une turbine, vous pouvez l'envoyer directement pour des applications industrielles ou du chauffage dans des réseaux de chaleur, des réseaux urbains, etc., etc. Et ça, c'est pour ça que j'appuie très fortement sur ce point. C'est vraiment ça, le changement, je dirais, d'adressage finalement des usages de l'énergie nucléaire. L'électricité, on sait faire. Maintenant, la plupart des concepts, et vous allez le voir, des concepts de 4e génération s'attaquent à la chaleur. Et puis peut-être un jour, et sûrement c'est le prochain usage, ça sera la propulsion, qui en fait était le premier usage de l'énergie nucléaire, vous le savez peut-être. La première manière de faire de l'énergie, c'était bien de propulser les réacteurs des sous-marins de l'armée américaine. Et donc ensuite on a laissé tomber, on a fait l'électricité, c'est très rentable, etc. Donc beaucoup ont gagné beaucoup d'argent et on fait des services absolument fantastiques à travers la planète. On fait de la chaleur aujourd'hui. Demain, il y a à nouveau un regain aussi pour la propulsion. Vous savez que, par exemple, le maritime, le commerce maritime est absolument carboné, mais au-delà de ce qu'on peut imaginer, évidemment, puisque tous les navires aujourd'hui sont à peu près tous au fuel, au diesel. Donc l'idée d'aller faire de la propulsion pour le maritime, c'est déjà fait, ça existe maintenant, et même les fusées. Donc il y a déjà des projets, je dirais que c'est l'usage ultime. On fermera la boucle de l'énergie nucléaire. Voilà pour les usages. Si j'arrive à... Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas, ça. Peut-être qu'il n'y a plus de... Voilà, c'est bon. J'y ai réussi. Je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a plus de... Bon, c'est pas grave. Les différentes génération de réacteurs. Vous avez peut-être déjà vu ce slide. Je l'ai réarrangé à ma sauce parce que avant on voyait que jusqu'à la génération 3. Donc on est aujourd'hui vers l'optimisation et le retour d'expérience du parc pour aller sur la fission. Et ensuite vous aurez la partie amélioration, soutenabilité. Alors ça normalement le et doit être, c'est pas grave. Et ensuite l'amélioration plus, je dirais ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui. Évidemment, ce sont les réacteurs de fusion. Que mon collègue va vous parler un peu plus précisément. Concept du futur pour la partie fission, ce sont ce qu'on appelle les petits réacteurs SMR ou petits réacteurs modulaires pour la partie française. Il y a deux manières de voir. Il y a les SMR qui en gros je fais plus petit que ce qui existe aujourd'hui et les AMR qui je fais autrement. Et donc, on va voir dans les startups qui ont essaimé un peu partout. En France, il y a énormément de startups. Aujourd'hui, il y a eu, à présent, dans le programme de l'appel à projet gouvernemental, il y a eu 15 dossiers présentés, 8 qui ont eu déjà l'agrément de l'État, plus un qui est évidemment le projet Nuwarn, dont je vais vous parler juste après. Mais vous voyez qu'il y a déjà énormément un système économique qui s'est complètement développé en quelques années, très très rapidement, autour des petits réacteurs modulaires et les 4e générations.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'aller faire de l'électricité, évidemment, de la chaleur basse, moyenne température, de la chaleur haute température, et puis on va adresser des problématiques de durabilité de l'énergie nucléaire. Donc, on va essayer de s'attaquer à produire moins de déchets, et on va essayer de surtout utiliser beaucoup mieux la matière nucléaire, l'uranium, parce qu'aujourd'hui on utilise dans l'uranium pour faire de l'électricité seulement l'uranium 235. Avec les générations 4, nous pourrons utiliser l'uranium 238, c'est-à-dire plus de 99% de l'uranium naturel. Donc on a une bien meilleure utilisation du potentiel énergétique de l'uranium en utilisant les réacteurs à neutrons rapides. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais si vous voulez avoir des éclaircissements sur ces réacteurs à neutrons rapides, on pourra en reparler. Donc je vous ai mis ici tous les noms des startups qui sont aujourd'hui sur la scène française, et ça ne marche pas. J'ai beau appuyer comme une... On va le prendre, Emmanuel. On va le prendre. Voilà. Je ne sais pas comment. On va les passer, vous nous dites, et puis on va les passer. Ah, il faut que je vise là-bas. Ah ben oui, d'accord. Mais alors ça, là, je ne pouvais pas l'imaginer. Oui, d'accord. Donc les projets ASMR, AMR dans le monde, vous voyez qu'il y en a énormément. Ils sont à peu près 80 aujourd'hui. Désolée, il y a des petites choses. J'avais pourtant tout vérifié, mais entre le Mac et le PC, c'est pas la même chose. Donc, ils sont tous à peu près, je dirais, au stade du conceptual design. Ça veut dire que ce sont encore la plupart des réacteurs papier. Pour autant, beaucoup de solutions, évidemment, sont des solutions très anciennes, hein, évidemment, qui ont été testées déjà dans les années 50 ou 60, mais qui aujourd'hui, grâce à plein de verrous technologiques qui ont bougé avec le progrès et des nouvelles idées, eh bien, on peut essayer de revoir, de revisiter des concepts qui avaient été laissés de côté dans les années 50, mais qui reviennent sur la table. Donc voici un petit peu les évolutions des technologies de fission. Vous avez une technologie qui est maîtrisée, qui est les réacteurs à eau pressurisée. C'est ce que nous avons sur notre parc. Et donc c'est quand je vous disais, on fait des SMR, on fait plus petit. Eh bien c'est les technologies qui sont portées par Nuward et par Calogena, deux startups françaises qui utilisent toujours des neutrons thermiques et des réacteurs à eau pressurisée. Tout le reste, ce sont des réacteurs de 4e génération dans lesquels vous avez soit encore quelques verrous scientifiques et techniques, soit des choses à améliorer, soit même parfois, souvent, de la recherche encore à faire pour aller au-delà du prototype finalement. Hop, en avant, en arrière s'il vous plaît. Allez. En arrière, c'était ça. Ouais, alors, ah bah pardon. D'accord, pardon. Donc voici, par contre, pour la fusion, on est aussi sur quelque chose qui est en train d'exploser très fortement. On a commencé, alors pareil, la réaction de fusion, elle est pas neuve, hein, c'est les années 30 aussi. Hein, les premières réactions ont été des réactions de fusion. La fusion dans le Soleil, c'est évidemment la première des réactions nucléaires qui a été faite depuis le début. On a commencé en laboratoire avec du confinement magnétique. On est passé ensuite, quand les lasers sont apparus, à ce qu'on appelle le confinement inertiel. Et ensuite, peut-être un jour, ça c'est la chercheuse qui parle, on pourra aller vers des nouvelles technologies, des nouvelles réactions de fusion, utiliser pourquoi pas les muons, etc. Donc là, on est vraiment dans un domaine vraiment ouvert de recherche. En tout cas, les startups pour la fusion en 2023... les voici aujourd'hui, c'est le dernier rapport de Fusion Industrie de 2023, donc c'est assez nouveau. Vous voyez, vous en avez à peu près une grosse trentaine de startups, et vous voyez que depuis 2017, il y a eu une augmentation absolument fantastique du nombre de startups pour la fusion à travers le monde. Par exemple, je donne juste l'idée, l'Allemagne, qui a décidé d'arrêter totalement la fission, n'a jamais arrêté de travailler sur la fusion et a un énorme potentiel au niveau des chercheurs en Allemagne qui travaillent toujours sur la fusion.
Donc pour la fusion, quelles sont les connaissances de physique? Bon, ça c'est ce que je vous ai dit au début. Vous allez avoir cette fameuse réaction de fusion et grâce aux neutrons qui vont sortir de cette fusion avec une énergie de 14 MeV, eh bien vous allez pouvoir non seulement produire de la chaleur et donc aller faire bouillir votre eau finalement, mais aussi permettre à ce que vous ayez une espèce de réaction en chaîne qui permettra de produire du tritium grâce à des couvertures où vous allez mettre du lithium de manière à pouvoir produire le tritium, parce que vous le savez peut-être ou pas, le tritium, il n'y en a pas c'est pas une ressource minérale et il faut donc le produire de manière à pouvoir continuer à faire des réactions en chaîne de fusion. Emmanuel, excuse-moi, comme j'ai le rôle difficile de timekeeper, peut-être qu'on peut passer, c'est le bon moment pour passer le relais à Alain Bécoulet qui va nous parler de la fusion, pour qu'on ait du temps pour les questions après. Pas de problème. Donc voici les avantages de la fusion, mais je pense qu'Alain va repartir là-dessus. Je vous propose, pour qu'on ait le temps de questions, de garder vos questions. On va enchaîner la partie fusion, sauf si le temps du changement, vous avez une question de compréhension directe à Emmanuel. Et on va passer du coup ça fera une bonne transition sur les enjeux côté fusion. Merci beaucoup. Donc déjà, merci Emmanuel, parce que en gros, vous avez fait une grosse partie de mon introduction, donc ça va être beaucoup plus facile, je vais aussi me lever. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'état des recherches en fusion magnétique mondiale à travers le projet ITER, qui est le projet qui accrète l'ensemble des efforts mondiaux sur le sujet. Donc, on va passer tout de suite. ITER, c'est quoi? C'est d'abord une collaboration internationale qui regroupe la moitié de la planète, la moitié de la population mondiale, 80% de son GDP, sous un organisme international qui s'appelle ITER Organisation, qui est le fruit d'un traité, et dont l'objet est de fabriquer un démonstrateur de fusion en vraie grandeur. Pourquoi on fait ça? Je pense que ça a été expliqué. Augmentation des besoins énergétiques, problématique de consommation des ressources, problématique de pollution de la planète, etc. Les solutions qui sont les renouvelables et le nucléaire peuvent ne pas suffire, et en tout cas, plus on en a de ce type-là, mieux ça, on se porte. Et donc, depuis les années 50, on essaye de développer une source d'énergie basée sur les réactions de fusion qui doit permettre de résoudre une grosse partie des problèmes de pollution, de consommation des ressources, etc. Donc je vais passer ça. Et effectivement, comment ça marche? La réaction, elle a été détaillée ici. Et l'idée, c'est de mettre ce petit bout de soleil, puisque si vous regardez en rouge, pour arriver à enclencher ces réactions de fusion, il faut monter les milieux, le mélange de deutérium-tritium à des très très hautes températures. On parle de 100 à 150 millions de degrés. Il faut créer une boîte qui tient le choc. Cette boîte, elle est virtuelle. En fait, elle est magnétique. On crée une cage magnétique. Les noyaux étant chargés, sont piégés dans cette cage magnétique. On monte la température et à partir de là, ils collisionnent et ils font les réactions de fusion dont on vous a parlé, y compris la production d'un neutron qui, en sortant de la réaction, puisque la réaction, lui, n'est pas chargée, en sortant de la réaction, rencontre du lithium sur l'extérieur du réacteur et refabrique du tritium. Donc le tritium, il est fabriqué et brûlé sur place, comme c'est le seul élément radioactif de l'histoire, c'est aussi un élément important. Donc l'idée, c'est effectivement de développer une source qui est a priori abondante. On parle de deutérium, de lithium, ce sont des composants qui sont très abondants et en plus sur des consommations qui sont très faibles. Dans un réacteur à fusion, en permanence, vous aurez 1 gramme de deutérium-tritium qui sera en train d'être brûlé. Ce sont des quantités très faibles. On est très propre puisqu'il n'y a pas de gaz à effet de serre. Il n'y a pas, vous avez vu dans la réaction, il n'y a pas de produits de haute activité et de haute durée de vie. Donc on n'a pas de problème de stockage de ce type de déchets une fois que la réaction est faite. Et puis puisque je rectifie, ça n'est pas une réaction en chaîne. Le neutron ne sert pas à faire une autre réaction de fusion. Et donc à partir de là, il n'y a pas de divergence possible. Et donc, comment ça marche? On fait cette bouteille, alors je vais aller très très vite, ça a une forme de tore. En fait, le champ magnétique est une espèce de bouteille magnétique en forme de tore qui est fabriquée par un système d'aimant. On fait le vide dans cet endroit-là, on met le gramme de deutérium-tritium, on claque avec une décharge électrique, et à partir de là, on fait monter un courant dans le milieu, un courant très intense de 15 millions d'ampères dans ITER. Ce courant sert de premier système de chauffage pour faire monter la température très haute. Et puis on complémente avec d'autres systèmes de chauffage additionnels, essentiellement absorption d'ondes ou absorption de particules accélérées. Et le milieu va monter tranquillement en température. Si la bouteille est suffisamment bien faite, si elle est suffisamment isolée du reste du monde, la température monte et les réactions de fusion s'enclenchent. Donc un tokamak, c'est un aimant. C'est un très gros aimant. ITER, je suis ici.
ITER, c'est un aimant, c'est 10 000 tonnes d'aimants supraconducteurs à basse température, suivant 3 systèmes d'aimants qui fabriquent un champ magnétique de confinement, le fameux champ magnétique inductif champ électrique inductif qui permet de tirer le courant, et puis des bobines de contrôle. Donc c'est un gros système d'aimants. Dans une enceinte, cette enceinte, on fait le vide, et puis on met, ce que je vous ai dit, le milieu réactif et on chauffe. Donc, ce qu'on a demandé à ITER, après 50 ans de recherche, à droite, à gauche, dans tous les pays, en théorie, en expérience, en technologie, on a pensé à la fin du millénaire dernier qu'on était capable de fabriquer un réacteur comme ça, dont l'objectif qu'on lui a donné, c'est d'amplifier 10 fois l'énergie qu'on lui donne. On chauffe et on veut récupérer 10 fois plus d'énergie. En l'occurrence, pour ITER, on chauffe avec 50 millions de watts, 50 mégawatts, et on récupère 500 mégawatts de fusion. C'est l'objectif. Il a fallu du temps. 1985, Reagan et Gorbatchev disent « Tiens, si on faisait ça, c'est un magnifique symbole de notre rapprochement. » On pourra en parler si vous avez des questions. 21 ans plus tard, on signe le traité. 21 ans plus tard, on lance le projet. Et puis, encore 3-4 ans plus tard, on a décidé que ce projet était en France, à Cadarache, comme un projet international. On viabilise le site et on commence à construire. Et aujourd'hui, on en est à un site qui est viabilisé, qui a tous les services, qui a tous les systèmes électriques, refroidissement, vide, etc., et qui construit la machine. Le deal, ça a été un deal de fabrication en nature. Tout le monde voulait s'y mettre parce que tout le monde voulait savoir faire ça. Donc, on n'a pas donné l'argent à quelqu'un pour fabriquer à travers des industriels. On a dit, chaque pays, chaque partenaire va fabriquer des choses et les amener en nature. Et voilà la répartition telle qu'elle est aujourd'hui dans ITER. Une photo du site. Même si la machine est très grosse, elle fait 30 mètres de haut sur 30 mètres de diamètre, elle est dans un site de type installation nucléaire de base française. Un EPR, ça occupe à peu près le même footprint, avec des systèmes d'alimentation de puissance et de conversion, des systèmes de refroidissement, puisque évidemment tous ces aimants-là sont refroidis pour être supraconducteurs, pour ne pas consommer d'électricité, des systèmes de refroidissement une fois que la machine marche pour évacuer la chaleur, etc. Donc il y a toutes les fonctions. L'assemblage de la machine a commencé déjà il y a un peu moins de 4 ans, disons, avec, vous voyez ici, en fait on est dans le hall d'assemblage, la machine est en train d'être assemblée dans ce grand cylindre de béton nucléaire, et puis on voit apparaître tranquillement le fond de la boîte, le fond du cryostat dans lequel sera la machine. C'est la même photo mais de haut, on voit descendre le fond du cryostat dans le hall, c'est 30 mètres de diamètre si vous voulez à une échelle. Et puis, on installe progressivement les bobines les unes après les autres. Voilà les bobines moyennes. Celle-ci fait 17 mètres de diamètre. Et puis, on commence à fabriquer l'enceinte torique, qui est une espèce d'orange ou de tore découpée en 9 morceaux. Chacun des morceaux contient une enceinte de type nucléaire et puis des bobines. Elle est couchée pour l'instant, on va la relever. 2 bobines de chaque côté. Des écrans thermiques pour faire l'isolation thermique de tout ça. Et puis, on met ça, on le descend dans le trou, et puis on va en faire, c'est là où je commence à parler en futur, on va en faire 9 comme ça, et on est en train d'en faire 9 comme ça, on va souder, et on va fabriquer la machine qui est l'aimant plus son enceinte à vide. Nous vous attendons dès 16h45, salle 3, pour la conférence sur le solaire made in Europe. Et nous vous attendons dès 16h45, salle 2, pour la conférence de tiers financement, investissement privé, coût d'accélérateur pour la transition énergétique. Très vite, l'installation elle-même, je n'ai pas détaillé, donc tous les systèmes, les services, les systèmes d'alimentation, la salle de contrôle, tout ça. Les transports, on est en nature, donc nos membres fabriquent ça au Japon, en Corée, etc. Et puis ça arrive au port de Marseille, puis au port de Berlétan, et puis après ça se promène sur les routes de Provence pour être livré. Il y a à peu près 250 super convois exceptionnels comme ça qui rythment la vie de la fabrication d'ITER. Les coûts, la machine est estimée à peu près, le capital investment de cette machine est estimé aux alentours d'une vingtaine de 20-25 milliards d'euros. L'organisation internationale a un coût de fonctionnement, mais c'est surtout nos partenaires qui dépensent. Et si on regarde un petit peu ce qui s'est passé en Europe pour l'instant, l'Europe a une grosse partie de la machine, mais là surtout les bâtiments, etc. On est sur des investissements de l'Europe pour l'instant aux alentours de 9 milliards, avec une retombée sur le système industriel français qui est très intéressant, que je vous laisse apprécier. 2 éléments pour terminer. Pour réaccrocher sur le futur, ITER, la fusion est apparue à la COP seulement il y a 3 ans, c'était en 2021. Première fois qu'on faisait un débat et qu'on montrait que la fusion avait un certain avenir. Et en fait, c'est aussi le résultat d'un engouement du secteur privé. À partir du moment où ITER est en fait la porte d'entrée vers l'industrialisation de ce genre de processus, même si c'est long,
il y a un intérêt important. Et l'événement sur lequel je veux terminer, c'est celui-là. En fait, c'est la COP28. C'est il y a quelques mois. Le directeur général de l'AIEA a voulu et veut structurer ce transfert de technologie mondiale. On parle d'un projet de recherche mondiale vers une industrie mondiale. Et on est en train de structurer ce transfert de technologie mondiale au niveau de l'agence internationale de façon à ce qu'on ait une capacité à piloter, à gérer, à aider toutes les startups, toutes les entreprises. Emmanuel vous en a montré quelques-unes. À mon avis, il y en a plus que 30, mais il y en a plutôt une soixantaine. Et la difficulté aujourd'hui, c'est d'amener tranquillement le secteur industriel à venir participer et à venir créer des réacteurs, sachant que je n'ai pas eu le temps de vous détailler, mais beaucoup des briques technologiques qui fabriquent ces réacteurs ne sont pas encore suffisamment matures pour un transfert technologique. Donc il y a aussi énormément d'activités de notre part et de la part des entreprises. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup Emmanuel et Alain, c'était une performance parce qu'en si peu de temps, il y avait à la fois des informations techniques, du contexte. Voilà. C'est bien parce qu'on a une dizaine de minutes pour interagir, je pense que c'est la partie intéressante. Vous avez la chance d'avoir Emmanuel et Alain ici. Donc je vous en prie, si vous avez des questions. Didier. Bonjour, merci pour cet exposé. J'ai eu la chance de visiter ITER. Il y a la première bobine qui était déjà installée. C'était avant la guerre en Ukraine. Donc comment ça se passe aujourd'hui avec la Russie qui est quand même un des gros contributeurs? Oui, alors ce genre de projet international, il est en face avant de tout ce qui peut se passer sur la planète. On a d'abord eu le Covid. On a d'abord eu à peu près 2 ans de retard avec 2 ans de Covid, parce que dès que la planète était affectée complètement. Or, nous, on ne dépend que de la planète et de tout ce qui se passe, des transports, des industriels à droite et à gauche. Et puis, effectivement, suivi derrière d'autres événements, dont la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine, le traité international ITER intègre la Russie. La Russie est un membre de ce traité, donc il n'est pas question de la virer d'une certaine façon triviale. Et la Russie manifeste toujours l'envie, le besoin, et elle délivre ce qu'elle a à délivrer. Donc, en tant que membre, je dirais qu'on n'a pas grand-chose à redire. Par contre, en tant qu'organisation internationale, ça devient très compliqué parce que tous les transports, tous les contrats, tout ce que la Russie peut faire avec d'autres, etc., est impacté par les sanctions. Donc, on a une vie qui est très, très compliquée par ces situations-là. La politique n'est pas dans l'organisation internationale, elle est au-dessus dans sa gouvernance. Tant que la gouvernance continue, nous continuons. Voilà. Bonjour, Michel Armand, directeur de la Vallée de l'Énergie à Belfort. Je voudrais savoir comment se positionne ITER vis-à-vis des projets nationaux que peuvent être ceux des Japonais ou des Chinois qui ont déjà montré des fonctionnements, notamment en 2021. Alors, toujours expérimental, mais au moins ils ont allumé quelque chose. Non, alors là, il ne faut pas se tromper. Tout le monde a allumé quelque chose, y compris la France, y compris les États-Unis, etc., au niveau de la recherche et développement. Donc sur des machines qui sont plus petites et qui ont toutes des vocations duales, science et ou technologie. Donc chacune adresse un point de science, un point de technologie, etc., et ce, depuis 60 ans. ITER est le fruit de ça. Ce n'est pas l'inverse. Et quand ITER a été décidé, les programmes nationaux ont continué, bien entendu. Et aujourd'hui, ITER est client. Je suis responsable de la relation avec tous ces laboratoires-là. Et on leur demande, vérifiez si vous pouvez tester ça, etc. Mais tout le monde fait ça à un niveau... Il faut que vous compreniez que ITER est 10 fois plus gros en volume et évidemment plus que 10 fois plus... même plutôt 50 fois plus gros en puissance que la plus grosse des tokamaks qu'on a jamais opérée sur Terre. On parle d'un changement d'échelle complet. Donc toutes les autres expériences qu'on a aujourd'hui sont des expériences d'accompagnement et pour certaines des aventures, on va dire, publiques-privées, d'essayer déjà de prototyper des réacteurs. Mais tant que cette machine-là n'a pas démontré, y compris tous les aspects nucléaires, la maîtrise de tous les aspects nucléaires, personne ne peut dépasser ça aujourd'hui. Merci pour cette présentation, Gérard Cognier, ancien chercheur à Cadarache. Et quand j'étais jeune chercheur, j'avais une ambition, c'était de travailler sur ITER. Enfin, à l'époque, c'était pas ITER, c'était Torsupra d'abord, puis ensuite ITER, parce qu'on disait c'est l'énergie de demain. 50 ans se sont écoulés, en gros, presque. C'est toujours l'énergie de demain. C'est ce que je dis à mes étudiants, parce que je suis encore enseignant. Et donc, je me demande si c'est bien la bonne voie. Et je voudrais que vous me disiez quelques mots sur le Stellarator. Oui. Alors, moi aussi, j'ai commencé, ça fait 37 ans que je suis, y compris sur Torsupra.
C'est l'énergie de demain. Et alors, c'est-à-dire que c'est effectivement, on est dans la logique, la figure qui a été montrée par Emmanuel est parfaite. On est dans cette logique de développement, de solutions de plus en plus sophistiquées, de plus en plus compliquées. ITER, la fusion, probablement, oui, il y aura une bonne centaine d'années entre le moment où on aura démarré et le moment où on aura une solution industrialo-commerciale. L'homme a mis 2000 ans à voler. Est-ce que ça en vaut la chandelle? La vraie question, c'est est-ce que ça en vaut la chandelle? Tant que ça en vaut la chandelle, tant qu'on pense que c'est une solution, je ne vois pas trop où est le problème. Stellarator. Stellarator, c'est en gros, pour faire simple, la même configuration magnétique qu'un tokamak, mais faite différemment, et en particulier sans le fameux courant plasma dont je vous ai parlé, mais simplement avec des combinaisons de bobines. Aujourd'hui, le plus gros Stellarator supraconducteur qu'on a fait, s'appelle WCTX, il est dans le nord de l'Allemagne, c'est comme une expérience européenne. Il a la taille de Thor Supra, c'est-à-dire qu'il a la taille de 30 mètres cubes. Là, c'est 830 mètres cubes de plasma. On ne sait pas aujourd'hui ingénieriser un Stellarator à cette taille-là. Par contre, il y a des startups, et en particulier une startup française que je soutiens très fortement, qui essayent de faire d'autres technologies pour arriver à magnétiser à ces volumes-là dans ce genre de configuration. Mais aujourd'hui, on ne sait pas faire les bobines d'un Stellarator de la taille d'ITER. Moi, j'aurais deux questions à poser à Emmanuel. Ça concerne les SMR. Les SMR, les premiers qui sortiront, c'est à quel horizon de temporalité? Après, c'est la viabilité économique, le retour sur investissement. Moi, je crois beaucoup aux SMR, notamment sodium fondu et autres. Quel est le délai, quel est le retour sur investissement? Est-ce que c'est 50 ans, 20 ans, 10 ans, 100 ans? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, avec le dérèglement climatique, il y a le problème de l'eau. Le problème des cours d'eau et des fleuves. Et tous ces réacteurs autres sont tous des machines à Carnot. Il y a besoin d'eau. Sans eau, on arrête. Et quel est l'avenir du SMR par rapport à l'eau? Puisque il peut se rendre indépendant de l'eau, je crois. Oui, deux très bonnes questions, effectivement. Alors, retour sur investissement, ça pour l'instant, on est encore au tout début des SMR. Il n'y a pas encore une étude économique viable d'un SMR. On dit que ça va être en dessous d'1 milliard. Il y en a même qui sont même largement en dessous d'1 milliard. L'idée, c'est bien que le jour où on aura des taxes carbone ou que l'électricité sera très très chère, tout le contexte économique sera changé. Donc, je dirais que... Alors, en plus, moi, je ne suis pas tout à fait économiste, évidemment, je suis scientifique et je me dis que c'est une solution bas carbone, quel qu'en soit le prix. À un moment donné, on en aura besoin. Donc, là-dessus, mais pour l'instant, effectivement, c'est pas viable. Parce que la modularité et l'effet de série, on l'a pas. On n'a pas une supply chain aujourd'hui en France. Elle existe en Chine, par exemple. Ils ont déjà tout fait. Mais en France, en Europe, nous n'avons pas encore une supply chain qui est capable de construire ces petits réacteurs de manière économe et même une vraie industrie de ces petits SMR. Sur le problème de l'eau, je dirais que la temporalité. Si c'est un réacteur type Neward, donc la solution portée par EDF et les grandes entreprises françaises, je dirais que pour 2030-2035, il est probable qu'on aura un premier prototype. Mais là, on est vraiment sur une miniature de ce qu'on a aujourd'hui sur le parc. L'autre start-up qui, à mon avis, ira aussi très vite, c'est Calogena, qui est une petite start-up qui va... Vous aurez même d'ailleurs, je crois, une table ronde demain sur Calogena, donc je vous invite à venir écouter. Pareil, eux, ils sont sur la maîtrise de la réaction chaîne vraiment parfaitement, la neutron thermique, tout est maîtrisé correctement. C'est pour du chauffage urbain, donc c'est une petite température, il n'y a pas d'innovation énorme, etc. Donc je pense que ça, c'est une start-up qui pourra aller vite et décarboner la chaleur. Donc c'est Calogena. Alors, Hexana et toutes les autres sont des réacteurs AMR, donc Advanced Modular Reactor. Donc là, on passe sur une réaction en chaîne différente. On prend la réaction en chaîne, un neutron rapide. Et donc à ce moment-là, il n'y a plus le caloporteur, il n'y a plus le modérateur. Donc déjà, on enlève un circuit d'eau, mais bon. Et ensuite, on se met en sodium, par exemple, ou en plomb liquide. Et donc, on a un caloporteur qui n'est plus en eau.
Donc on a s'adresser à un problème de l'eau, c'est justement changer, devenir un Advanced Modular Reactor, ou alors se placer auprès des mers, où là, évidemment, le problème de l'eau est beaucoup plus est moins important, puisque vous n'avez pas de problématique de sécheresse, par exemple, ni de canicule au niveau de la mer. Donc si vous mettez des petits réacteurs, par exemple, sur le port de Toulon, ou à Cherbourg, vous aurez beaucoup moins de problématiques sur les problèmes d'eau que si vous les mettez en plein Lyon ou Paris. Comment ? Merci. Ouais. Et donc, l'idée, c'est bien d'aller chercher des solutions où on utilise beaucoup moins d'eau. Oui. Monsieur Bécoulet, j'ai une question. Vous m'entendez ? D'accord. Merci pour cette présentation d'ITER. J'ai entendu parler il y a environ 3 ans d'un concept Spark ou Arc du MIT, où il disait qu'en utilisant la technologie d'aimants supraconducteurs basse température, c'est-à-dire, je crois qu'ils sont fabriqués en fabrication additive, mais vous pourrez confirmer ou infirmer, ça permet d'avoir un champ magnétique à cœur du tore de je ne sais plus, voilà, plus puissant que celui d'ITER. Et donc, en changeant un petit peu la puissance de ce champ magnétique, ils expliquaient qu'en fait, on pouvait réduire considérablement la taille de l'infrastructure du tokamak pour produire une même, ce qu'ils appellent Q-value, c'est ce fameux rapport de 10, production sur consommation. Est-ce que ce concept, pour vous, il est viable ? Est-ce que cette techno d'aimant, elle est maîtrisée ? Et si c'est le cas, est-ce que vous pensez que c'est un petit peu l'avenir d'aller vers ce type d'aimant et de technologie ? Alors, très rapidement, effectivement. Je vous ai vendu une machine qui a été conçue avec des supraconducteurs à basse température. On est à 4 Kelvin, on est sur du niobium titane, niobium étain, etc. C'est la technologie de la fin du XXe siècle. C'est avec celle-là qu'on a designé ITER. Et ITER a la taille qu'il a à cause d'une certaine façon de la limite de champ magnétique. On est à 5,6 Tesla, à peu près au cœur du plasma, généré par cette technologie. On ne peut pas vraiment aller plus loin, un tout petit peu, mais pas plus. Si on augmente le champ magnétique, il y a des lois d'échelle de la performance qui font qu'effectivement, à même performance, on peut avoir une taille plus petite. Donc tout le monde cherche à faire des champs magnétiques plus intenses. La technologie qui est développée aujourd'hui par un certain nombre de start-up en particulier, mais pas uniquement, le CEA s'y attaque aussi, ce sont des supraconducteurs à haute température, les QO, etc., qui permettent d'avoir des champs plus intenses, en effet. Et en plus, on gagne 2 fois parce qu'on refroidit moins, donc on gagne en énergie recyclée, en puissance recyclée. Donc ça, c'est bel et beau, et c'est ce que fait le MIT aujourd'hui avec la machine Arc et Spark. Ça n'est pas encore démontré, ils ont fait une bobine, ils vont en faire 16, je crois, et pas 18, et ils vont faire un tokamak avec ça, un petit tokamak, pour voir si cette technologie a cet avenir-là. Problème quand même, ces gens-là oublient de vous vendre l'intégration de tout ce problème. Un tokamak qui va faire des mégawatts, qui va donc faire 500 mégawatts de fusion ou 1 gigawatt de fusion avec les neutrons, avec les forces, avec les forces de disruption, etc., intègre d'autres éléments que ça dans son dimensionnement. Et en l'occurrence, l'écrantage neutronique, la résistance aux forces. Et en fait, si vous faites le calcul complet, le design complet d'un réacteur avec un champ magnétique plus intense, vous finissez avec une machine plus grosse, pas plus petite. Pour d'autres raisons. Donc, bel et bon, le développement de cette technologie, je pense que c'est un très beau nice to have, il faut le pousser, mais c'est probablement une solution qui nous permettra d'avoir plus de marge. Je ne pense pas que ça va révolutionner la taille des réacteurs, mais ça va nous donner beaucoup plus de marge de fonctionnement. Donc beaucoup plus. Là, on est à la limite, en fait. On est au maximum de ce qu'on peut faire. Ouais. Merci. Dernière question, parce qu'on arrive à la fin du temps, vraiment. Une dernière question sur la comparaison sur les prochains concepts entre Demo, qui normalement est l'après ITER, et les futurs SMR, ou même les concepts de start-up dans le domaine de la fusion. Par rapport aux implantations au sol, par exemple, on voit qu'ITER a une implantation comparable à un EPR, donc on va dire entre 500 MW et 1 giga au sol. Quelle est l'échelle pour Demo qui est visée?
par rapport aux futurs SMR qui visent de faire des réacteurs dans des containers. Voilà. Alors très vite, on est plus du tout, une fois-ci, on passe dans la partie utilisateur. De quoi l'utilisateur a besoin? Donc une solution de fusion telle qu'on l'envisage, et à moins de trouver, on n'en est pas à la miniaturisation, on en est à l'horloge comptoise, on n'est pas en train de faire la montre à quartz. On va vers des solutions très massives de production d'énergie. Quand je dis 500 MW ou 1 gigawatt, je peux aller beaucoup plus. En fait, il n'y a pas vraiment de limite haute, d'accord? Donc, on est sur ce type de solution. Le jour où on les miniaturisera, je pense que vraiment là, moi, je serai mort depuis très très longtemps. Mais je ne suis même pas sûr que c'est jouable parce que la physique, là, elle pousse. On n'est pas sur la même physique que les SMR. Donc, moi, je pense qu'on va sur des solutions et des utilisations différentes. Par contre, je reviens sur le transparent de Mme Galichet, que je trouve aussi très bien. Sur les différentes utilisations, on n'est pas obligé que de faire que de l'électricité pour alimenter un câble électrique, etc. Donc, en fonction de l'utilisation, ce qu'on cherche à faire dans la recherche en solutions d'énergie, c'est de fournir des portefeuilles, des solutions différentes pour des usages différents. Voilà. Super, merci beaucoup vraiment Emmanuel et Alain. Vous avez sur le salon plein de stands, parce que c'est toujours frustrant la discussion, pour approfondir à la fois de start-up SMR, donc tu as cité Calogena, il y a aussi Stellaria, il y a Nucléo, il y en a d'autres. Et il y en a sur la fusion aussi, puisque Farfly, je crois, est dans la Music Academy, dans la salle, donc je le cite. Voilà, merci, bonne suite de salon. Vous pouvez également rejoindre la